Bonjour tout le monde, nous sommes le dimanche 5 juillet et nous voilà en live avec mon invité Patrick. Nous allons vous parler d'un sujet hyper intéressant. Je vous laisse déjà déguster le contenu avec ces quelques questions. Et si ce n'était pas nos blessures qui nous empêchaient de vivre, mais notre peur de nos propres désirs? Et si ce que vous appelez aujourd'hui votre sagesse était parfois simplement des stratégies de protection? Et si ce n'était pas le manque de confiance, mais un manque de permission qui empêchait les femmes ou les hommes de s'autoriser à ressentir pleinement leurs désirs? Et si finalement le plus grand risque n'était pas d'aimer, mais d'être pleinement vivant? Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce live. Je suis contente, je salue déjà ceux qui sont avec nous. Je suis super heureuse d'accueillir Patrick qui va vous présenter avec délice ce qui nous a permis de connecter en Suisse, à Genève, il n'y a pas si longtemps que ça. Patrick, est-ce que je peux te laisser la parole pour te présenter? Oui, alors je vais me présenter succinctement. Donc, je m'appelle Patrick, comme Coco vient de vous le dire. Patrick Morier-Genoux, c'est mon nom de famille. Je suis suisse, je vis en Suisse. On s'est effectivement croisé au Salon du Livre, pour ne rien vous cacher. Et je crois qu'il s'est passé une connexion intellectuello-sensitive qui fait que depuis, on ne cesse de bavarder et voilà, et d'échanger. Je suis animateur de rencontres, conférencier, éditeur, auteur. Bref, j'ai changé de métier beaucoup de fois dans ma vie. Peut-être suis-je un peu instable, je ne sais pas. Pour que les choses soient bien claires entre nous, je suis totalement autodidacte. Je n'ai fait aucune étude universitaire, je n'ai pas de diplôme, mais je suis passionné d'abord par la sexualité. C'est un domaine qui me passionne parce que je le trouve essentiel dans nos vies. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez, je trouve qu'on n'y pense pas assez, qu'on est obnubilé par une sexualité très normative. Bref, je ne vais pas vous faire tout un cours sur la sexualité, mais voilà, mon intérêt est très fort sur ce sujet. Et puis le désir, bien sûr, puisque le désir, pour moi, est ce qui nous rend vivants. Très, très bien. Merci pour cette mise en bouche. Le désir, c'est ce qui nous rend vivants. Alors, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à me laisser les commentaires sur Facebook. J'essaierai autant que faire se peut de rester attentif dans le live, mais également de suivre vos commentaires. Alors, je vais me présenter à mon tour. Vous me connaissez déjà. Au-delà de le nom que j'aime bien avoir, coach Joie de Vivre, je me définis comme une coach transformationnelle, bien plus qu'une coach, parce qu'on a ce point en commun d'être autodidacte. Même si moi, j'ai 3 masters aujourd'hui, tout ce que je le fais parce que je l'ai vécu, je l'ai traversé, autant de douleur que de passion. Et j'accompagne principalement les femmes, on va dire, entre 40 et 60 ans, qui, de l'extérieur, semblent avoir réussi parce qu'elles portent beaucoup. Elles ont énormément de compétences, elles sont engagées, admirées, souvent des multipotentiels, parfois des afro-descendantes, mais à l'intérieur, elles ont le sentiment de s'être perdues elles-mêmes en chemin. Pas parce qu'elles ne savent pas, non, elles savent. Elles savent. Et justement, j'adore ce profil. Et mon métier n'est pas de leur dire ce qu'elles doivent être. Mon métier est de créer un espace suffisamment bienveillant, sûr, solide, pour qu'elles puissent enfin s'écouter elles-mêmes, parce qu'elles ont beaucoup de choses à se dire, mais la vie a fait qu'elles se sont suradaptées, et donc retrouver leur boussole intérieure et faire les choix qu'elles n'osent plus, parfois, s'autoriser, par peur de plein de choses, des responsabilités. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des flammes dès maintenant. Dans les commentaires, parce que je crois profondément qu'on ne transforme pas une vie en ajoutant toujours plus de méthodes. Parfois, on transforme la vie à un moment donné quand on ose enfin entendre ce qui est plus vivant à l'intérieur de soi, plus vivant que normatif.
Et justement, c'est pour cela que je suis hyper heureuse d'avoir cette conversation avec Patrick. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors dis-moi, pourquoi Patrick? Qu'est-ce que le désir? Pourquoi existe-t-il? Pourquoi naît-il et pourquoi disparaît-il? Alors ça, c'est des questions très, très philosophiques. Il faudrait les adresser directement à, je ne sais pas qui provoque le désir qui le fait, mais non, plus sérieusement, le désir, je l'ai dit avant, je le considère comme ce qui crée la vie. Le désir, c'est ce qui nous rend vivants. On a bien sûr des fonctions naturelles, hein, on mange tous, et puis on dort tous, et puis on boit tous, mais ce qui nous rend ce qui ajoute à cette vie, c'est pour moi le désir que je considère comme une énergie pure, une énergie qui nous qui nous traverse souvent, qui nous traverse parfois très brièvement, l'espace d'un instant dans les transports communs, dans une boulangerie, ou alors qui nous transperce, qui nous traverse plus profondément dans des relations qu'on va installer. Et c'est vraiment c'est cet élan de vie, moi, c'est ce qui fait que je me sens vivant tous les jours. C'est quand je sens cette vibration qui entre en moi et qui n'est pas forcément sexuelle, on aura sans doute l'occasion d'en parler, qui est ce que j'appellerais l'appétit de vivre. Et encore une fois, ça peut être parfois bref, ça peut être parfois s'installer sur la durée, mais pour moi, c'est comme la respiration. C'est comme le fait de respirer. On sait que, par exemple, je trouve ça très intéressant. Chez les Asiatiques, ce n'est pas le cœur, c'est pas le battement du cœur qui est le symbole de la vie, c'est le souffle. Hein. Quand on le respirait. Et on est, pour eux, au moment où on fait le premier souffle au sortir du ventre de notre mère. Et pour moi, voilà, le désir, c'est ce souffle. C'est ce souffle qu'on prend une fois en arrivant au monde et qu'on laisse une dernière fois en quittant ce monde. Waouh, le souffle. Je vais retenir quelques expressions que tu as dit. C'est une énergie pure. C'est un élan de vie. C'est l'appétit, le souffle. Effectivement, c'est des mots très puissants. Et le pire, c'est que le souffle, ça nous fait penser à la respiration. On respire, mais on oublie souvent que c'est tellement essentiel. Parce que le jour où on manque d'oxygène, ce jour-là, on se rend compte que c'est essentiel et il nous reste très peu de secondes à vivre. Maintenant, ça me fait penser qu'on a un souffle qui nous permet de vivre, mais en fait, si on n'a pas le désir, on est en survie, finalement. Oui, alors je pense qu'effectivement, on peut dire les choses comme ça. En tout cas, on n'est pas dans nos vies. On est installé dans les vies qu'on a décidées pour nous, par exemple. Hein, c'est la chose la plus commune. Pour moi, l'absence de désir, elle est utile à celles et ceux qui souhaitent nous contenir, nous maintenir, nous emprisonner dans un certain nombre d'actions, un certain nombre de pensées surtout. C'est là où débute, moi je pense, la répression du désir, c'est déjà dans les pensées. Depuis qu'on est petit, on nous apprend qu'il y a des bonnes pensées et des mauvaises pensées. Mon Dieu, quelle catastrophe! Quelle catastrophe que d'imaginer ça, qu'il peut y avoir des mauvaises pensées et des bonnes pensées. Il y a des pensées. Elles sont là, elles passent, elles naviguent, et puis voilà. Les actes peuvent être mauvais pour les autres, mais les pensées. Et donc, ça débute par ça. Le désir est brimé pour que nos pensées soient dirigées vers un but. On le voit très, très clairement. On vit aujourd'hui dans une société qui reste patriarcale. C'est un système, c'est comme ça, c'est le patriarcat, c'est les hommes, j'en suis un, donc je peux tout à fait en témoigner et tout à fait le dire. Ce monde a été fait par nous, pour nous, et donc le désir est, entre guillemets, réprimé, ou en tout cas commandé, pour, première chose, nous faire croire que, à nous les hommes, ben, qu'on possède ce monde et les êtres qui s'y trouvent, et pour faire croire aux femmes que le monde est possédé par les femmes, par les hommes. Et c'est là où la première absence de désir commence à nous concerner très très fortement, c'est que quand on pense que être un homme, c'est être supérieur, ou être ceci ou être cela, et qu'une femme, c'est être ceci ou cela,
on commence déjà à réprimer nos désirs, en tout cas à ne pas laisser cette énergie circuler en nous et dans nos pensées. Waouh, waouh. On est brimé dans nos désirs. On a une répression du désir. Et pourtant, si je prends la France, liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'on est si libre que ça? Et c'est là où j'ai envie de rebondir directement sur désir et liberté. Si on est réprimé dans nos désirs, sommes-nous encore libres? Est-ce que le désir, c'est peut-être, pour toi, quel est le lien entre le désir et la liberté? Je pense que le désir est essentiel à la liberté. Je pense que la liberté, certes, elle est inscrite au fronton des mairies dans ce beau pays qu'est la France, mais je la vois peu en action en France, en Suisse ou ailleurs. La liberté est un... Pourquoi on l'a gravée dans les frontons des mairies, la liberté? C'est pour qu'on n'en parle plus. C'est pour que surtout on ne la demande pas. Elle est là, c'est marqué sur le fronton des mairies. Oui, on est libre. On peut partir là. Ah, mais formidable, on est libre. Mais la liberté, mes amis et mes amies, c'est autre chose. C'est un vécu, c'est une expérience. Ce sont des expériences. On ne peut pas la décider en un jour. On ne peut pas la conquérir pour toute la vie. La liberté, elle vient, elle va. Parfois, je suis libre. Parfois, je vous jure que je ne le suis pas. Je ne suis pas libre dans mes pensées, dans mes actes. Alors ça, on comprend que dans nos actes, effectivement, je n'ai pas le droit de rouler à 250 km/h sur l'autoroute. On peut dire que c'est une brimade de ma liberté. La question, c'est est-ce que vraiment je désire rouler à 250 km/h sur l'autoroute? Personnellement, non. Je ne considère pas ça comme un désir, plus comme une affirmation, par exemple, de la virilité. On sait que les hommes sont très friands de vitesse. Donc, pour revenir à ta question et pour y répondre, hein, parfois j'ai un peu tendance à passer un petit peu à côté de la question, mais je pense que le désir est indispensable à la liberté, mais qu'il ne faut pas non plus imaginer que la liberté est acquise une fois pour toutes. Au contraire, la liberté, c'est tous les jours, voire toutes les heures, voire toutes les minutes, qu'elle se rejoue. On peut pas, personne ne peut me dire que je suis libre. Ce n'est pas un autre qui peut me dire que je suis libre. Il n'y a que moi qui puisse décider si je suis libre ou pas et quand je le suis ou pas. Merci Patrick. Je suis sans mots parce que à chaque fois que toi et moi nous discutons, tu ouvres des chantiers, tu ouvres des portes d'autorisation à penser autrement, à voir les choses qu'on nous impose comme évidentes ou comme uniformes autrement, tellement que je ne sais même plus par quel bout prendre la chose, tellement tu autorises des espaces comme je les aime, où on peut se donner le droit de penser autrement que le mainstream. Tu as parlé de ces répressions et de ces choses qu'on nous fait croire qui finalement créent des oppositions hommes-femmes. Je suis d'accord. Même moi, j'ai tellement pensé en termes de clivage homme-femme que j'ai choisi d'accompagner les femmes. OK. Je le dis aux hommes qui nous suivent, de plus en plus, je suis en train de changer parce qu'on dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Si un homme a envie de se faire accompagner par moi, il peut venir. Mais j'avoue que je connais tellement plus les femmes que c'est pour ça que j'ai choisi de t'inviter, parce que je me suis dit, il faut qu'on avance main dans la main et qu'on arrête de suivre le fait qu'on est différent comme quelque chose qui doit nous laisser cloisonner parce qu'on a tellement de choses à s'apporter. Toi, Suisse, homme blanc, moi, franco-togolaise, habitant en Normandie, et avec tout ce que j'ai de pensée. Et c'est pour cela que ce mot désir m'a semblé être le point sur lequel j'allais t'inviter parce que tellement de femmes se limitent aujourd'hui dans un train-train quotidien que, tu vois, le pire, c'est qu'elles me disent « je ne sais plus ce que je veux ». T'imagines les femmes qui se sont tellement suradaptées, tellement répondu aux attentes des autres, qui ont tellement été de bonnes citoyennes, de bonnes femmes au foyer, de bonnes mères, que parfois elles te disent, je sens à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui veut naître. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne vibre plus. Je sens qu'il y a quelque chose qui est mort, mais je ne sais pas dire quoi.
À ton avis, pourquoi encore faisons-nous taire nos désirs? Et vous, mesdames, je vous laisse une question avant que Patrick ne réponde. Quand avez-vous ressenti un vrai désir pour la dernière fois? Quand je dis un vrai désir, ce n'est pas le désir d'être une bonne mère ou de gérer convenablement votre agenda entre le boulot, l'église et la maison. Non. Pour vous-même en tant que femme, pour la petite fille intérieure, pour la femme désirable. Et d'ailleurs, est-ce que vous préférez être désirée que désirante? Est-ce que vous préférez être désirable qu'on vous désire que vous vous autorisiez à désirer? Eh bien, je vous laisse avec ces questions. N'hésitez pas à laisser un commentaire. S'il y a des mots, des phrases que Patrick dit sur lesquelles vous avez envie de revenir, profitez-en. Il est en Suisse. Aujourd'hui, il n'est plus dans la neutralité. Pendant 1 heure, vous allez pouvoir faire parler. Et après, ça sera trop tard. Donc, laissez vos questions. Et moi, j'enchaîne avec Patrick sur cette question-là. Pourquoi les femmes, aujourd'hui, ont l'impression... Pourquoi certaines se disent qu'elles ne savent plus ce qu'elles veulent? Pourquoi nous faisons taire, encore une fois, nos désirs, Patrick? Alors, je vais bien me garder de parler au nom des femmes, hein. Donc, je pense que je ne vais pas faire d'appropriation culturelle, parce qu'il se trouve que je peux aussi parler au nom des hommes. Les hommes, comme les femmes, font taire leurs désirs. Ce n'est pas uniquement féminin, c'est pour d'autres contingents, c'est pour d'autres raisons pratiques, encore une fois, pour d'autres places dans la société. Mais je pense qu'une des premières choses qui peut nous tromper sur nous-mêmes, c'est d'imaginer que le désir a des objets, on appelle ça l'objet du désir. Je désire cette femme, je désire cet homme, je désire cette voiture, je désire ce pantalon. Or, le désir, au sens où moi je l'entends, le désir comme énergie, n'a pas d'objet. Le désir est un flux. Oh, ça nous prend, ça passe, encore une fois, ça nous traverse, ça reste ou ça part tout de suite. Le désir d'objet est ce qu'on nous a appris comme étant le vrai désir. J'imagine que vous toutes et tous, vous le savez, on vit dans ce qu'on appelle la société de consommation. Il se trouve que notre société est organisée autour du commerce. J'achète un objet, certains le fabriquent, le vendent, et puis tous les jours, je vais acheter des choses. Voilà, nos relations sociales sont construites autour de cet échange marchand. Je vais à la boulangerie, j'achète du pain, je vais à la boucherie, enfin, etc., etc. Et donc, premier petit ennui pour nous, c'est que à partir de là, je ne peux pas reconnaître le désir qui me traverse. Parce que vouloir acheter un nouveau pantalon ou un nouveau chemisier, c'est pas ce que j'appelle personnellement du désir. J'appelle ça la satisfaction d'un besoin. J'ai besoin d'une nouvelle robe, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de rouler en voiture, j'ai besoin de prendre l'avion, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de vacances. Mais je crains que tout ce qui touche au commerce, tout ce qui touche à l'acquisition de marchandises, nous ait trompés dans ce qu'on appelait le désir. Et c'est peut-être cette chose que nous réprimons en nous, parce que c'est rassurant d'imaginer que le désir a un objet. C'est rassurant de se dire je désire cette femme ou je désire cet homme. C'est tellement simple. Je la désire, je le désire, je vais faire ce que je peux ou ce que je dois faire pour accéder à cette personne et assouvir mon désir d'elle. Or, nos désirs peuvent nous faire peur parce que moi, je crois qu'ils sont très révélateurs. Je crois que l'élan vital est très révélateur et nous oblige toutes et tous à aller un peu contre quand je dis le conditionnement, entendons-nous, hein, personne nous a mis un fusil sur la tempe pour nous dire tu dois être comme ceci ou tu dois être comme cela. On vit dans des sociétés, c'est comme ça. Notre espèce est une espèce sociale. On n'y peut rien. Les chats sont une espèce un peu moins sociale. Nous, on est une espèce sociale. On aime bien se regrouper, on aime bien vivre ensemble. C'est une partie de. On est un animal social. Sauf que ce social nous conditionne. Parce que pour vivre ensemble, il faut bien qu'on corresponde à un certain nombre de choses. Et vous, je ne sais pas, mais moi, depuis que je suis petit, depuis que je suis enfant,
on m'a expliqué comment je devais l'être. Tu dois être un garçon comme ceci, un garçon comme cela. Tu dois être un écolier comme ceci, un écolier comme cela. Tu dois être un fils comme ceci, un fils comme cela, un neveu, un amoureux. Blablabla. Donc, on m'a donné tous les modes d'emploi. On m'a dit, voilà ce à quoi tu dois ressembler. Et à partir de là, le désir peut peut-être remettre tout ça en question. Et peut-être que le désir peut me faire me considérer moi-même comme un pas si gentil garçon que ça, finalement. Ou un garçon pas si discipliné, ou un garçon pas si aimant, un garçon pas si généreux. Et ça, c'est un risque qui pour nous toutes et tous, est compliqué à prendre. Et je pense que c'est la première raison pour laquelle nous avons de la difficulté à reconnaître cet élan du désir. Première raison, parce qu'on le confond avec le besoin. Manger n'est pas un désir, manger est un besoin, boire n'est pas un désir, boire est un besoin. Et ensuite, est-ce que c'est mon désir? Est-ce que c'est un désir qui vraiment me traverse? Ou est-ce que c'est un désir programmé? Si je me prends par exemple pour un cow-boy, hein, les garçons de ma génération ont été élevés dans l'idée que être un homme, c'est être un cow-boy. Ben, si je suis un cow-boy, mon désir va être d'être plus fort que les autres. Dans la cour de récréation, on commence comme ça. Vous, les femmes, je ne sais pas, mais nous, les hommes, on commence la cour de récréation par se montrer nos biscottos et puis savoir qui va pouvoir flanquer une raclée à l'autre. Et bien ça nous met sur un chemin un petit peu trop programmé à mon goût et qui m'empêche de savoir. Mon désir était peut-être d'être doux dans la cour de récréation. Mon désir était peut-être d'être gentil, d'aller vers les autres. Or, non, on m'a tout de suite expliqué, tout le monde s'est mis d'accord pour me dire, bah, soit tu te fais taper sur la figure par tous les autres, soit comme les autres, tu vas aller à la bagarre. Waouh! Encore une fois, c'est très large et c'est très riche, tout ce que tu dis. Comme on est là pour échanger, j'ai envie de rebondir sur certains points. Oui. Mais je tiens à te dire que j'adore ton franc-parler, Patrick. Vraiment. Je te remercie. Je pense que s'il y avait de plus en plus j'espère, de plus en plus d'hommes qui prennent la parole, ça libérerait les femmes. C'est dans ce sens que je pense que le féminisme n'est pas de dire les femmes d'un côté contre les hommes, mais la complémentarité d'avancer ensemble. Parce que tout ce que tu viens de dire, moi, je peux le dire en tant que femme, pendant des années, je me suis réprimée. J'ai fait taire mes désirs, mes besoins. Maintenant que tu le dis, effectivement, il y a un gros amalgame entre les besoins et les désirs. Et pendant que tu parlais, j'ai pensé à un ami qui travaille sur l'addiction. C'est un coach. Et il m'a expliqué qu'il y a deux grands besoins. Au-delà des grands besoins de Maslow, il y en a deux principaux qui nous habitent. Et tu en as cité un. Le besoin d'appartenance, l'instinct grégaire, le besoin de cet animal social qu'est l'homme. Et le deuxième besoin, c'est le besoin d'authenticité. Et les deux, souvent, s'affrontent. C'est-à-dire, j'ai le droit, j'ai envie d'être moi, d'exprimer mon désir, ma liberté, d'exprimer qui je suis librement. Et en face, j'ai quand même envie de faire partie d'une société, d'avoir des amis, d'être dans un groupe, dans une entreprise. Mais ce qu'on me demande de ce côté-là vient en entrave, vient en opposition avec ce que j'ai envie d'exprimer en étant moi. Et donc, il y a ce décalage qui commence à se créer à un moment donné. Et parfois, ça peut tellement s'élargir qu'à l'intérieur, on est fragmenté. On est en douleur. Et ça crée un décalage que vient remplir les mécanismes de protection, autant que les addictions. Autant que les addictions. Alors, parlons de sexualité parce que parfois, on peut se dire, il y a des gens qui sont addicts au sexe. Est-ce que, à ton avis, c'est un besoin, c'est un désir ou c'est une addiction? Alors, moi, je ne crois pas du tout à l'addiction. Hein. Ça, c'est vraiment, j'ai combattu dans beaucoup de billets que j'ai écrits sur le sujet. L'addiction au sexe a été inventée par des avocats américains pour dédouaner des gens comme Michael Douglas, par exemple, lors de procès. L'exemple de Michael Douglas est très parlant, donc je vais le dire jusqu'au bout. Michael Douglas trompe sa compagne, et puis, évidemment, une action en divorce est demandée par sa compagne. Et pour le défendre, l'avocat de Michael Douglas dit c'est pas de sa faute, il est addict au sexe.
Et à partir de là, ça devient une maladie et donc il est plus, ça a été fait pour baisser un peu sa peine. À partir de là, on a inventé cette idée, oui, de l'addiction à la sexualité. Je ne suis pas sexologue, heureusement, je ne suis pas médecin, mais ça me semble être une piste qu'en tout cas, moi, je n'ai pas trop envie d'explorer et qui me semble pas trop, sérieuse. Ensuite, la sexualité est un besoin pour notre espèce animale, puisque c'est ainsi qu'on reproduit l'espèce. Donc, on peut dire que voilà, Mm. que comme toutes les autres espèces animales ou végétales, on a comme élan premier de perpétuer l'espèce. C'est comme ça, hein, on le sait depuis Darwin, c'est comme ça, les espèces se perpétuent, quoi qu'il arrive. Les moustiques, comme Homo sapiens, comme nous, on a le même élan. Et il se trouve que dans à peu près le monde entier, et dans les végétaux autant que chez les animaux, c'est la sexualité qui permet la reproduction. Les fleurs dans votre jardin ou sur votre balcon ou sur le bord de vos fenêtres ont de la sexualité, font de la sexualité. C'est comme ça qu'elles se reproduisent. Elles sont aidées par les abeilles, par les insectes. Voilà. Et donc, nous aussi. En ce sens, on peut dire, oui, ben voilà, c'est un besoin. Par contre, cette idée de besoin devient dangereuse quand, par exemple, prenons un exemple qui s'appelle le devoir conjugal. Devoir conjugal qui, grâce à Dieu, je ne sais pas en France, mais en tout cas en Suisse, n'est plus reconnu comme quelque chose de légal. Pendant longtemps, on le sait, en tout cas pour mes mères, mes tantes, mes grands-mères, il y avait cette idée que le devoir conjugal, c'est-à-dire que la femme devait à l'homme d'assouvir ses pulsions, ses envies, disons ses envies. Elle devait satisfaire les envies sexuelles de l'homme. Ce qui évidemment a créé autant chez les hommes que chez les femmes une idée totalement erronée de ce qu'est la sexualité. Donc en ce sens-là, la sexualité devrait être considérée comme un besoin uniquement de reproduction, mais pas au-delà. Messieurs, si vous avez des petits problèmes, vous avez tellement envie de sexualité, débrouillez-vous, faites ce que vous voulez, mais n'imposez pas ça ni aux femmes ni aux autres hommes. Enfin, Ni aux enfants, je précise. ni aux enfants. Alors non, alors ça, en plus, vraiment surtout pas. Mais enfin, de mon point de vue, il ne faut imposer son besoin sexuel ou son désir sexuel à personne. C'est pas comme ça que c'est pas comme ça que ça se passe. Ensuite, moi, je suis prêt à considérer la sexualité comme quelque chose de, entre guillemets, sacré. C'est-à-dire que et là, on entre dans des choses que je ne peux pas expliquer scientifiquement. Il se trouve que moi, à travers la sexualité, ça me met dans un état où enfin mes pensées disparaissent un peu, c'est-à-dire où enfin il se passe autre chose que comment est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai raison, est-ce que ce que je suis en train de faire maintenant, hein, je vais dire, voilà, je pense que pour moi, Alors, je vais me permettre de t'interrompre pour oui, lancer une petite boutade aux multipotentiels et aux hyperactifs qui n'arrivent pas à arrêter le cerveau. Faites l'amour, pas la guerre. Ça va vous permettre de vous refocus. Merci je pour peux, cette belle prescription, docteur. Non, excuse-moi, je t'ai coupé dans ton élan, mais j'avais trop besoin de le non, dire mais parce que j'ai beaucoup de femmes autour de moi qui on nous parle de méditation. Ok, très bien, la méditation, méditons. Mais alors, je vais dire, parce que je l'avoue, j'ai une très peu d'expérience sexuelle, on va dire, mais il paraît que l'orgasme, tu ne peux pas avoir d'orgasme tant que tu n'as pas complètement lâché prise. Et ça, pour moi, c'est la meilleure manière de lâcher le cerveau. mm, Tu peux être en train de goûter une glace, de faire tout ce que tu veux, d'assouvir ton désir, et pourtant être en train de faire tes listes de courses. Je n'ose pas mhm. mettre trop les pieds dans le plat parce que même si la conversation est censée être privée, j'ose pas dire des choses pour les enfants, les oreilles sensibles. Mais si, pendant l'acte sexuel, on est en train de penser à sa liste de courses, est-ce qu'on est en train d'assouvir un vrai désir? Parce que je sais qu'il y a des moments où tu es tellement à fond dans ton game que là, oui, ça déconnecte tout et ça te reconnecte à ton corps, à Mhm, quelque mhm. chose de beaucoup plus grand que juste
à un simple désir. Et c'est là où je te rejoins sur la sexualité sacrée. Moi, j'y crois beaucoup. L'énergie féminine qui reste encore à découvrir, c'est une énergie de réception, de réceptivité. Et nous, les femmes, notre sexe est dans une forme de Saint Graal, le Saint Graal de coupelle. Et nous nous suradaptons à devenir des femmes fortes dans l'action, dans l'aide. Ok, je ne refuse pas d'être dans l'action. Mais j'ai envie de dire, mesdames, est-ce que ça vous êtes déjà posé la question de, vous avez envie d'être celle qui se lâche tellement en sécurité que vous deveniez le réceptacle où vos pensées disparaissent tellement parce que vous êtes dans la jouissance. Je pose ça là, je reviens à Patrick. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'était plus fort que moi. C'est toujours un plaisir d'être coupé par toi, Coco, et tu sais, n'hésite pas, tu connais ma capacité à dérouler à l'infini mes divagations et mes pensées, donc ça me va très bien que tu me coupes quand tu le souhaites et comme tu le souhaites. Et du coup, désolé, je t'ai perdu dans l'élan que tu avais, mais voilà. Ok, du coup, comme on est en train de parler de qu'est-ce qui fait que beaucoup de femmes ont peur de leur désir, mais en fait, j'ai envie de corriger. C'est plutôt pourquoi on fait taire nos désirs. C'était ça la question. Et j'ai envie de parler au nom de toutes ces femmes que j'accompagne qui n'osent pas dire ces choses-là, parce que moi, je me permets aujourd'hui de plus en plus de le dire, c'est que nous croyons avoir peur de nos désirs, mais en réalité, quand j'ai creusé, il arrive que beaucoup de femmes ont peur plutôt de ce que la réalisation du désir va les obliger à quitter, à sacrifier, les décisions à prendre et les changements qui sont parfois incertains. Donc, je suis contente que tu nous permettes de faire la distinction entre ce qu'on nous a programmé à aimer, à faire, à adopter. Tu as parlé des échanges marchands, je n'ai pas relevé, mais c'est tellement vrai, mais également de ces désirs que nous pensons nôtres, mais qui ne le sont pas. Et pourquoi avons-nous peur de ce que nous désirons le plus? Parce que je vais compléter ce que tu as dit sur le désir en parlant de, oui, le désir, si on le prend au sens large, n'est pas que sexuel. Il y a le désir d'aimer comme une mère. J'ai fait un post dessus ce matin, le désir de t'émerveiller comme une enfant, comme un enfant. Le désir de ralentir dans ta vie quand tu es débordé, le désir d'oser une nouvelle vie comme une aventurière. Et pourtant, on ne le fait pas. Le désir de dire non sans culpabilité. Tu as parlé du devoir conjugal et tu m'as donné l'exemple de ta grand-mère. Est-ce que tu veux nous en parler de ta grand-mère, s'il te plaît? Oui, alors je peux parler je parle avec plaisir enfin volontiers de ma grand-mère, parce que c'est quelqu'un que ma grand-mère maternelle, hein, qui était de laquelle j'étais très très proche, qui m'a beaucoup beaucoup appris. Et qui notamment, imaginez, elle était née en 1908, mais elle avait une liberté de parole sur les choses de la sexualité qui m'a beaucoup aidé quand j'étais enfant. Et c'était à elle que je pouvais poser toutes les questions qui me passaient par la tête au sujet de ce petit bout de zizi que j'avais et puis de qu'est-ce qui se passait avec lui. Donc, je lui dois beaucoup et je lui rends toujours hommage. Et ma grand-mère était donc une femme des années 30 et 40, une femme très très pauvre qui avait grandi dans un orphelinat. Et pour elle, un homme était la condition de survie. C'est-à-dire que pour survivre dans ce monde qui était vraiment rude pour les femmes. Imaginez qu'en Suisse, les femmes n'avaient pas le droit de vote, n'ont pas eu le droit de vote avant 1973, qu'elles n'avaient pas le droit d'ouvrir un compte en banque. Donc, il fallait absolument avoir un homme pour s'occuper de ça. Et ma grand-mère en a eu plusieurs. Plusieurs hommes ont traversé sa vie. Et par ce qu'elle m'a raconté de ça, j'ai bien compris à quel point elle avait été brimée dans tout ce qui pouvait être ses désirs, de tout ce qui pouvait être ses envies, simplement parce que pour survivre, il lui a fallu vivre sous la coupe des hommes. Ils n'ont pas tous été mauvais, ils n'ont pas tous été méchants. Aucun n'a été très malin, par contre, aucun n'a été très intelligent ni très aimant. Mais j'ai compris ça très très vite, parce qu'encore une fois, elle en parlait très très librement.
Et je me suis dit, oula, là, il y a quelque chose il y a quelque chose qui ne va pas. Si cette femme que je trouvais tellement merveilleuse, tellement intelligente, tellement n'a rien pu faire d'autre dans sa vie que de survivre, d'essayer de survivre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est peut-être de là que me vient cette position que j'ai prise quand même assez tôt, qui est de dire attention, attention quand on est un homme. Peut-être, c'est en te le disant, c'est en te parlant, et merci pour cette question que je me rends compte, c'est peut-être ce qui fait que je me suis dit que je n'allais jamais imposer quoi que ce soit à une femme, ni à aucun être. Hein, je ne suis pas du tout. Mais surtout vis-à-vis des femmes. J'ai été ça m'a rendu très responsable de ça. Et je tiens à saluer ta mère, ta grand-mère de là où elle est. Merci, Oui. mamie Patrick, d'avoir permis qu'il y ait un homme aussi ouvert. Parce que c'est là où je pense que le rôle de la femme est prépondérant pour changer les sociétés. Parce que c'est nous qui sommes censés éduquer, c'est nous qui portons la vie. Et si les hommes, nous les tenons, nous leur apportons de l'amour, bon, ils peuvent quand même développer des névroses. Mais regarde l'influence que ta grand-mère a eue sur toi, qui a fait que depuis tout petit, tu t'es senti libre de parler. Parce que pour moi, beaucoup de névroses sexuelles sont nées des répressions. Plus on réprime un élan vital, plus cet élan vital trouve une manière, cherche une manière de s'exprimer. C'est une énergie pure, tu l'as dit. Donc, grâce à elle, ce qu'elle t'a montré, la vie très tôt, tu t'es rendu compte de énormément de choses. Et bien, comme j'aimerais tellement que des hommes africains se déprogramment comme cela, véritablement. Ce que je dis, je le crois sincèrement. S'il y a des hommes qui nous regardent, s'il vous plaît, venez faire une petite séance de discussion avec Patrick, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte, parce que je fais énormément d'expériences exploratives pour comprendre que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont également emprisonnés dans ces histoires patriarcales-là de l'homme doit être l'homme le plus fort, il ne doit pas être tendre, il ne doit pas s'autoriser. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ta question, est-ce que les hommes et les femmes sont faits pour vivre ensemble? Je dévie un peu du sujet parce que vous allez voir, on a tellement de choses à dire qu'en 1 heure, on ne pourra pas tout tenir. Donc, on va ouvrir les sujets. La question, c'est que vous, qui nous écoutiez, vous prenez ce qui vous parle dans le lot, vous le notez, et on en reparle après, on ouvre des espaces. Le but, c'est de se donner de la permission, de se dire, ces idées qui te turlupinent, ou les choses que tu réprimes à l'intérieur de toi, si ça se fait, c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Et tu n'as pas à te sentir bizarre, extraterrestre ou exagéré de ressentir ce que tu ressens. Donc, on va traverser tout un sujet jusqu'au bout aujourd'hui, mais on ne va pas pouvoir rentrer en profondeur tout partout. Il y a des espaces pour ça et restez jusqu'au bout, vous allez comprendre ce qu'on vous offre à la fin. Vas-y, Patrick. Donc, sommes-nous faits pour vivre ensemble? Je crois que c'est une question très, très provocante. Moi, je me la pose tous les jours. Non pas parce que la compagnie des femmes, vous l'avez bien compris, mais compliqué, mais simplement parce que je suis persuadé qu'on doit maintenant se poser la question les unes les autres. Je pense qu'on ne peut pas partir du principe que par définition, nous sommes faits pour vivre ensemble. Pourquoi? Parce que le vivre ensemble, contrairement à ce que j'entends souvent ici et là, on sait qu'en France, c'est un grand sujet, hein, le vivre ensemble est un grand sujet, ça ne peut pas être un principe érigé d'en haut. Personne ne peut nous dire qu'on est fait pour vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est une expérience. C'est quelque chose qu'on doit faire. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit décider. C'est quelque chose qu'on doit faire, qu'on doit expérimenter. Et vous m'entendrez souvent parler d'expérimentation parce que je pense que la vie est une grande expérimentation. On expérimente des choses. Quand ça fonctionne, eh ben, on est content. Quand ça ne fonctionne pas, moi je me force à être content aussi. Je me dis, mais si ça ne fonctionne pas, eh ben ok, j'ai fait une expérience. Ça ne fonctionne pas, je vais en faire une autre.
Ce qui est formidable avec l'expérimentation de la vie, c'est qu'il n'y a pas de réussite ou d'échec. C'est chaque fois une expérience. Tous les jours, on va expérimenter. Donc, sommes-nous faits pour vivre ensemble? La question est provocante, mais vu la programmation qui est la vôtre et qui est la nôtre, quand je dis la vôtre, c'est vous les femmes et la nôtre, vous les hommes, je crois qu'on ne peut pas partir du principe que, vu les conditionnements qui sont les nôtres, on soit fait véritablement pour vivre ensemble hors d'un rapport de domination. En fait, c'est ça que je veux dire. La vraie question, c'est vivre ensemble, s'il y a un rapport de domination, c'est quelque chose que moi-même, je ne souhaiterais jamais. Ni en tant que dominé, ni en tant que dominé. Pour moi, ça empêche une grande partie de l'expérience, ou en tout cas, c'est une expérience qui, moi, ne me tente pas. Donc, vraiment, ma seule réponse très sincère à ta question, c'est parlons-en. Parlons-en, Parlons-en. expérimentons, essayons. Est-ce que vraiment on est fait pour vivre ensemble? Eh bien, il faut essayer. Il faut essayer, il faut aller voir comment ça se passe. Mais répondre comme ça, oui ou non, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. Merci beaucoup, Patrick. Je te salue depuis la Normandie. J'adore ce que tu dis. Et je pense que quand on a 20 ans, on expérimente, mais on est quand même tenu par des besoins, de faire des preuves. Mais quand on arrive à 40 ans, qu'on a déjà tout donné, souvent les femmes qui ont déjà eu les enfants, qui ont déjà démontré quelque part, ou même les femmes, j'en ai que j'accompagne qui ont 60 ans et qui se disent « j'ai déjà assez donné ». Et il y a une femme qui m'a dit, elle est restée avec 2 hommes qui se sont révélés finalement pervers narcissiques. Après, je sais que les relations toxiques, c'est des croisements, c'est des rencontres qui peuvent créer et activer des blessures, ok. Mais finalement, ce qu'elle a décidé avec son nouveau mec, c'est que chacun habite chez soi. On se rencontre quand on a décidé de se rencontrer. Et le pire, c'est que quand je l'ai rencontré, après, j'ai discuté avec d'autres personnes et je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes qui ont passé la cinquantaine, bon, je pense qu'il est là, mais passé la cinquantaine, soixantaine, celles qui s'autorisent à être libres et à sortir des carcans de la société s'autorisent à ne pas réagir à ces injonctions de ouais, il faut un homme forcément à la maison pour ouvrir la boîte de conserve ou pour changer les ampoules. De plus en plus de femmes y arrivent. Et donc, ces femmes-là, c'est des femmes qui ont compris qu'en vrai, ces injonctions, elles n'y sont pas obligées. À 30 ans, on nous dit l'horloge tourne pour avoir des gosses. Tu vois, tout ce qu'on attend des jeunes filles en Afrique, moi j'en parle régulièrement, on s'attend à ce qu'une femme, une femme accomplie, qui a de la valeur, qui a réussi, si elle a un homme, des enfants, si elle est posée, etc. Mais tout ça, c'est des injonctions. J'aimerais trop qu'on soit challengé par ta grand-mère, que cette grand-mère vienne nous oui, nous pouvons faire des enfants si nous avons envie. C'est l'élan vital qui nous habite. Mais nous ne sommes pas obligés. Nous pouvons choisir d'expérimenter. Mais, ok, soit 30 ans. Ok. Mais le jour où le désir vient frapper à ta porte, mais que tu le réprimes au point où tu sens que tu vis à côté de tes chaussures, là, j'ai envie de dire, ça devient un peu problématique. Et c'est pour cela que j'ai choisi de faire ce live aussi, pour que d'autres femmes se donnent la permission. Ok, il y a un prix à payer quand tu décides de t'affranchir de ces injonctions. Il y a la peur du regard des autres, la culpabilité de ne pas être la bonne femme, parce que tu n'es plus la femme soumise, rapport de domination. Les insultes que certains jeunes hommes qui n'ont rien compris se permettent des noms d'oiseaux là, que ces hommes-là donnent à ces femmes. La peur de décevoir sa famille, la société, la peur de se tromper et d'échouer, tu vois, la peur d'être jugé. Tout ça, c'est les choses qui nous maintiennent. Et puis le confort. Parfois, on confond le confort et la fidélité avec soi-même. On reste dans quelque chose qui ne nous correspond pas parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver. Et du coup, on se coupe du désir d'être soi-même et d'être pleinement vivant. Et là, je voudrais parler du corps. Parce que pour moi, la sexualité, au-delà d'être cet élan vital qui peut être très, très beau, qui unit un homme et une femme, ou un homme et un homme, peu importe les envies, et bien au-delà de
de cette sexualité, parce que je pense qu'on a le droit d'expérimenter et de vivre ce que notre cœur nous dit de faire à partir du moment où ça reste dans le respect les uns des autres. C'est une porte d'entrée vers qui nous sommes. Et j'ai envie de dire, et si beaucoup de femmes ne manquaient pas de libido, mais de sécurité intérieure? Parce que je me suis rendu compte qu'on confond désir et libido. On confond ce qu'on cherche chez un homme ou chez une... Bon, moi, je vais parler pour moi. Ce qu'on peut chercher en tant que femme chez un homme, à force de me creuser la cervelle, de préparer ce live et de me poser des questions, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route parfois? Parce que parfois, et j'ai rencontré des hommes qui désirent la même chose aussi, une présence, une sécurité pour pouvoir se lâcher, des câlins. Et pourtant, il y a des hommes qui pensent encore pénétration, qui pensent encore jouissance pour se dire je suis un homme où j'ai du plaisir. Alors, qu'est-ce que toi, tu répondrais par rapport à ça? Pourquoi est-ce qu'on peut désirer encore, lorsqu'on passe des journées à répondre aux besoins des autres et à réprimer qui on est? Alors ça, j'ai aucune idée moi, je pense qu'on a beaucoup de potentiel. Après, ce qu'on est capable de faire ou pas, je me garderais bien de répondre à cette question précise-là, parce que ça serait une injonction. Si je disais non, si je disais oui, ça serait une injonction à celles et ceux qui nous écoutent de dire « Ah, ok, non, donc je n'en sais rien. Je ne sais pas, c'est des expériences individuelles. » Par contre, ce qu'on peut dire, et là, on fait qu'effleurer le sujet, on en reparlera, j'espère une autre fois, mais c'est que la première chose qui nous rend malheureux et malheureuses, c'est d'imaginer que la sexualité est génito-pénétrative. Ça, c'est la première chose qui nous empêche un peu, c'est d'imaginer que la sexualité égale pénétration d'un organe génital par un autre organe génital. Mais mon Dieu, c'est tellement réducteur. Dieu sait si j'aime j'ai pas de problème avec les organes génitaux, hein. Mais enfin, c'est qu'une partie de notre corps. Tu parlais du corps avant. C'est qu'une partie de notre corps. Imaginez notre peau. À quel point elle est grande, hein. C'est l'organe le plus grand qu'on possède. C'est notre peau. À quel point elle est sensible. Si on ressent le chaud ces jours, mes amis et mes amies, c'est par notre peau. Si on ressent le froid, le frais la nuit, enfin, c'est par notre peau. Si on ressent le vent qui souffle, c'est par notre peau. Notre peau est l'organe le plus sensible qu'on ait. Donc, la peau, elle ne se concentre pas sur quelques centimètres carrés des organes génitaux. Notre peau, elle débute sur le crâne, le mien un peu dégarni, elle va jusqu'à mes pieds. Donc, par pitié, quand on veut être dans une relation, ma foi, sexuelle, ben, n'oublions pas d'aller voir ailleurs que dans cet petit endroit où on a expliqué que c'était là que tout se passait. Non, mon Dieu, non, 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 non. On pourrait passer des heures à se caresser les épaules, les fesses, les pieds, les jambes, tout ce qu'on veut. On pourrait passer des heures à juste souffler sur le cou sur la nuque de notre partenaire. On pourrait se passer un glaçon. On pourrait se griffer gentil. On pourrait faire mille choses. Mais quand on est omnubilé par la pénétration, quand on est omnubilé par les organes génitaux, on ne peut être, mes amis et mes amis, que frustré. Parce qu'on sait, voilà, on sait ce qui se passe, hein. Tout ça est une affaire de terminaison nerveuse. D'abord, je voudrais juste quand même préciser ça. L'obligation de l'orgasme est une dictature, mais de laquelle je vous encourage toutes et tous à échapper, hein. L'orgasme n'est pas obligatoire, contrairement à ce que disent tous les magazines féminins. On n'est pas, voilà, si on n'a pas d'orgasme, eh ben, ok, c'est comme ça. On n'a pas d'orgasme. Et en tout cas, moi, j'ai vécu ça. Je ne vais pas parler de ma vie privée trop profondément, mais j'ai vécu ça, moi, dans ma chair, souvent. C'est pas ce qu'on appelle, en plus, ce qu'on appelle l'orgasme chez les hommes est vraiment, enfin, on en parlera peut-être un jour. On en parle, non, c'est pas, ça va, hein, c'est pas non plus, c'est pas les chutes du Niagara, hein, mais c'est pas l'essentiel pour moi de la sexualité. Et je crois que c'est à partir de ce point de départ
qu'on peut réellement commencer à parler de sexualité, c'est si on est tous et toutes d'accord sur cette question. Un, l'orgasme n'est pas une obligation, hein, et puis la sexualité, ben mon Dieu, elle passe par d'autres plaisirs ou d'autres sensations que que ceux donnés par les organes génitaux. Merci Patrick, merci, je bois tes paroles comme d'habitude. Et je me dis, waouh, tu es en train déjà de nous emmener à une des questions que j'avais en esprit, à savoir comment retrouver son désir. Parce que tu viens de me montrer qu'en fait, on pourrait commencer tout simplement à revisiter le désir et par accepter de ne pas tout savoir. Recommencer par... Vas-y. Non, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse se donner à toutes et à tous, hein, en toute amitié et en toute affection, c'est essayons d'apprendre qu'est-ce que ça peut bien être. On va pas le trouver dans un livre. D'où l'expérimentation. D'où l'expérimentation, exactement. L'ouverture, enlever nos prisons mentales et s'autoriser à rencontrer autrement que par le petit organe réducteur, comme tu dis. Et oui, c'est quelques centimètres de chair qu'on avons. Je rajouterai quelque chose également. Vraiment, ça me fait cœur pour les femmes, hein, mes chers. Commençons déjà par arrêter de nous battre contre nous-mêmes. Arrêtons de nous battre contre ce qui émerge. Si ça se fait, et tu l'as très bien dit, le désir, parfois, c'est un élan qui nous pousse à créer, qui nous pousse à quelque chose. Ce n'est pas forcément, c'est le réduire que de penser qu'il veut son épanouissement à travers un coït. Pas forcément. On est d'accord. Tout à fait d'accord. J'aime quand tu es d'accord avec moi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Coco. Parce que le désir réprimé peut donner énormément d'énergie créateur. Et puis, se battre contre soi-même, pourquoi ne pas accepter ce qui vient et puis s'autoriser à. Parce que parfois, le désir est là, mais on a tellement habillé d'injonctions et d'imagination et de contraintes et de je ne sais pas, et d'attentes. On a tellement habillé d'attentes que on l'empêche de respirer, on s'empêche de vivre des choses magnifiques. Comme tu l'as dit, et j'ai beaucoup aimé, toi, tu peux faire de très belles rencontres 1 million de fois dans la journée et ça peut durer 1 seconde ou 2. Alors, c'est ça? Comment tu disais déjà? C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est formidable. Dans le métro, tout à coup, une odeur, un regard, un frôlement. Et je sais pas, et c'est formidable. Mesdames et messieurs, si pendant cette conversation, quelque chose s'est ouvert en vous, si vous avez une question qui est remontée, un désir trop longtemps oublié, rangé dans les placards, peut-être que c'est le moment de lui donner juste un petit centimètre d'espace pour qu'il puisse s'exprimer. Ne le refermez pas au moment où vous quittez ce live, même si vous nous regardez en replay. Sachez qu'il y a des espaces existent, des personnes existent qui se creusent aussi la cervelle parce qu'elles se rendent compte que les conditionnements dans lesquels on nous a mis les injonctions limitent la beauté de nos élans, de la vie qui est en nous. Donc, autorisez-vous. Et moi, personnellement, pour la deuxième partie de ma vie, j'ai décidé de me consacrer pleinement à se donner la permission plutôt que de s'empêcher de vivre. Et de ce fait, je crée des espaces où des femmes, et de plus en plus, quelques hommes se ramènent, candidatent également, pour oser se déposer la surcharge mentale, les excédents, des choses qu'ils n'ont pas osé, qu'ils n'ont jamais osé dire ailleurs. Parce que toutes ces choses qu'on porte, eh bien, c'est ça qui fait entrave à l'élan vital qui est comme en fait de l'eau qui est censée circuler. C'est une énergie, tu l'as dit. Eh bien, en créant cet espace pour que vous puissiez oser déposer sans masque, sans tabou, sans avoir besoin de paraître forte et fort. Ça, pour moi, c'est important. On peut se retrouver dans ces
dans ces dispositifs ou ces espaces. Maintenant, je tiens à préciser que ce n'est pas un espace pour tout le monde. En tout cas, l'espace que moi je crée, les différents espaces sur mesure, ne sont pas pour tout le monde. Ils sont pour celles et ceux qui sentent qu'ils ne veulent plus seulement comprendre leur vie, mais commencer à l'habiter pleinement. Quand tu sens que tu ne veux plus continuer à faire semblant, à porter des œillères, oui, tu es la bienvenue. Mais quand tu as envie de continuer à te leurrer la face et rester dans ton emprisonnement intérieur, ok. Mais si vous sentez que cet appel, les sujets dont on parle ici, c'est des sujets qui vous trottent dans l'esprit et que vous avez envie de vous autoriser, eh bien, contactez-moi en privé. Parce que parfois, une seule conversation, une vraie conversation de cœur à cœur, d'âme à âme, peut libérer énormément de choses et changer vos vies, changer les trajectoires. Parce que je me pose souvent la question à la veille de ma mort. Est-ce que j'aimerais me dire, il y a plein de choses que j'ai regretté de vivre, ou j'aimerais me dire, tant pis, j'ai vécu, il y a eu quelques imperfections, j'ai fait des erreurs. En tout cas, moi, pour ma part, je sais ce que j'ai choisi. Patrick, je ne sais pas pour ta part. Enfin, j'ai des petites indices, mais je te tends la parole. Qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on dise de toi, ou qu'est-ce que toi, tu aimerais te dire à toi-même au seuil de… J'aimerais ne rien me dire. Pour être totalement honnête, j'aimerais, si tu veux, passer de l'autre côté sans avoir à faire le bilan. Je ne suis pas très bilan. Et l'examen de conscience, par exemple, est pas, je laisse ça aux jésuites, cette idée qu'il faut un peu s'examiner. Donc, au dernier moment, j'aimerais dire, mon Dieu, quel beau jour pour mourir. Si je pouvais choisir ça, j'aimerais juste me dire, ah, chic, je vais vers une nouvelle expérimentation. C'est ça que j'aimerais me dire. Et s'il y a une chose, mais parce que je commence aussi à devenir un peu vieux et que je suis beaucoup plus proche que toi du bout du plongeoir qui va m'amener ailleurs. Mais l'idée de réussir ma vie, ça m'intéresse pas. Je sais pas ce que c'est réussir ou rater sa vie. J'en ai qu'une de vie, c'est celle-ci pour l'instant, et donc je la vis, que je la réussisse ou pas, c'est pas moi qui vais le juger. Et puis non, avant de mourir, je sais pas. Peut-être que si j'étais très très sage, si j'arrivais à atteindre la sagesse, je me dirais chic, je vais connaître le goût qu'a la mort. Ouais. Waouh. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que ce n'est pas parce que tu t'es autorisé, finalement, de vivre au fur et à mesure tes élans que C'est parce que maintenant… j'ai renoncé, paradoxalement, Cocoé, c'est parce que j'ai petit à petit renoncé à, un, vouloir avoir raison, à deux, expliquer aux autres ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils devaient penser. Parce qu'en faisant ça, c'est à moi que j'ai donné la liberté de ne pas toujours avoir raison et surtout d'arrêter de me poser la question, est-ce que j'ai raison ou pas, et puis d'arrêter de me donner des conseils, d'arrêter de me dire, tu devrais faire ci. Alors aujourd'hui, en te levant, tu vas faire ça, puis après tu vas faire ci, puis alors, tu vas aller courir un petit peu parce que tu deviens vieux, puis que c'est bien, qu'il faut que tu cours un peu, et puis alors, tu vas manger sainement, et puis voilà. Moi, c'est ce que l'âge m'a apporté aujourd'hui, c'est la vie, c'est tous les jours, jour après jour. Et après, bien sûr, on est toutes et tous obligés de gagner notre vie. On doit payer le loyer, on doit payer l'électricité, on doit payer mille choses. Donc, on n'est vraiment pas libre, mes amis. Mes amis, on ne le sera jamais. C'est comme ça. On est enfermé dans un corps, on est incarné dans un ego. À partir de là, on fait ce qu'on peut avec. Mais vivons l'instant présent, vivons la vie tant qu'elle est là. Pensez à ce qu'elle aurait pu être. Moi, ça ne me mène à rien. Penser qu'il y a une transcendance au-dessus qui réglerait les choses, ça ne me sert à rien. Donc, débrouillons-nous les uns et les autres, mais surtout les uns avec les autres, puisque, on le disait au début, nous sommes des animaux sociaux. Donc, trouvons des expériences à vivre ensemble. Merci. Merci pour ces belles paroles. Eh bien, écoute, moi, aujourd'hui, si on me posait la question, je me dirais, c'est vrai que la mort peut nous choper à chaque instant. Moi, je n'ai pas peur de parler de la mort. Mais si la vie suit normalement son cours, j'ai peut-être quelques années à vivre.
Et moi, j'ai envie d'expérimenter encore. Moi, j'ai envie d'expérimenter encore un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que je te rejoins quand tu dis, vivons l'instant présent, la vie telle qu'elle nous est donnée là, les uns avec les autres. J'adore ma propre présence. J'adore passer du temps avec moi-même. Maintenant que j'ai appris à être à l'aise avec mes imperfections, avec mes balbutiements, avec mes échecs et mes réussites, avec mes ambitions, avec mes talents, avec mes dons, autant qu'avec mes parts d'ombre et de lumière. J'adore ma présence. Mais je sais que je suis également un animal éminemment social et j'adore interagir avec des hommes et des femmes ouverts et curieux et disponibles comme toi, Patrick. Je te remercie. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci pour ce bel espace de parole, d'échange. Merci. Je tiens à redire à celles qui nous verront en replay, il y a des espaces où vous pouvez arrêter enfin de jouer un rôle, si vous le désirez. Et si vous voulez, oui, souvent on peut le faire à l'intérieur de sa chambre, dans son intimité, mais si vous voulez rencontrer d'autres personnes avec lesquelles vibrer, avec lesquelles expérimenter, échanger, sachez que ça existe. Un espace aussi où vous n'avez plus à déposer, où vous pouvez justement déposer ce que vous n'avez plus apporté seul ou trop longtemps, pour pouvoir vous donner des autorisations, la permission d'incarner pleinement qui vous êtes et l'élan vital qui vous traverse. Pour finir ce live, je vais vous laisser une question. Okay? Je vais vous laisser 7 questions parce que je pense qu'il vaut mieux laisser des ouvertures que de fermer des portes. Alors, mes chères femmes, je m'adresse à vous en premier, mais les hommes aussi. Si ce soir, ou si à l'instant où vous nous regardez, vous osiez enfin écouter un seul désir, un désir que vous faites taire depuis des années, lequel serait-il? Je le redis, mesdames et messieurs, si aujourd'hui vous vous donnez le droit, vous vous donnez la permission, vous osez écouter un seul désir que vous faites taire depuis des années, quel serait ce désir? Je vous laisse sur ces beaux mots et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir tout le monde. Super. Merci beaucoup pour